Bon, bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer ce temps de présentation en marge de notre comité de pilotage de notre étude ressources usages. Je vous remercie de votre présence et de vous êtes déplacés ce matin jusqu'à Mâcon. Donc aujourd'hui, nous réunissons toutes les personnes qui sont invitées depuis le départ, qui sont associées à notre étude ressources usages. Donc j'espère que je n'oublierai personne, mais donc nous avons l'habitude de travailler avec les services de l'État, les agences de l'eau, et je remercie Monsieur Sylvestre d'être ici présent à nos côtés, les organismes consulaires, les représentants des EPCI, les collectivités gestionnaires d'eau potable, les structures qui représentent les structures de bassin versant, le SDIS, et puis bien sûr mes collègues élus départementaux qui sont en charge à mes côtés des questions de l'eau. Jean-Claude Bécous est ici, voilà, je ne le voyais pas. Et puis également les conseillers départementaux donc, qui siègent d'habitude dans ce bel hémicycle, ainsi que les membres des services du département, évidemment en charge de l'eau, qui pilotent cette démarche avec brio, et puis également les services qui sont qui accompagnent les territoires, puisqu'évidemment la question de l'eau est devenue un sujet éminemment transversal. Donc pour information, cette séquence va être filmée, il y a une captation vidéo, donc si vous avez à prendre la parole, je vous demanderai de bien mettre en route vos micros, pour que la restitution soit de la meilleure qualité possible, pour que les personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin et qui souhaiteraient également profiter de la conférence de Madame Abetz puissent avoir un document le plus qualiteux possible. Donc quelques éléments de contexte. Vous le savez, en 2022, le département a lancé cette grande étude ressources usages à l'échelle du département, à l'échelle des bassins versants, qui ont été resubdivisés en unités hydrographiques pour plus de cohérence. Il s'agit de travailler sur les données de la ressource telle qu'elle est aujourd'hui et qu'elle sera à l'horizon 2050-2070, avec des projections qui sont en fonction des données qu'on a actuellement. Et puis nous allons confronter ces données de ressources à celles des usages. C'est pour ça que nous avons un panel d'invités extrêmement important. J'ai oublié de citer aussi également les représentants des usagers tout à l'heure. Donc tous les usages qui ont été passés à la loupe. Et ensuite, nous en dégagerons un certain nombre de scénarios qui, comme vous en avez l'habitude, vont du plus favorable au plus contraint. Et nous essaierons de voir qu'est-ce qu'on peut dégager de toutes ces données. Donc l'objectif est d'identifier d'ores et déjà les secteurs en tension et de pouvoir à ce moment-là accompagner au mieux ces territoires pour que ces territoires puissent mettre en œuvre des démarches de concertation, des PTGE ou des démarches HMUC, MUC, comme on dit, je ne sais jamais comment on l'appelle. Voilà. Et puis, en fait, quand on en est dans l'élaboration de ces démarches-là, c'est qu'on a déjà fait un grand pas, puisque c'est qu'on a pu mettre en place une gouvernance efficiente, qu'on a pu se mettre autour de la table pour organiser la concertation, organiser la sobriété et organiser le partage de l'eau. Et on sait que parfois, le sujet de l'eau peut être explosif. Mais voilà, il faut qu'on puisse s'organiser pour
pour partager ce que le ciel voudra bien nous donner. Et sans déflorer les propos de Florence Abetz, nous savons que les milliards de mètres cubes qui tombent sur nos sols chaque année seront répartis différemment dans l'espace et dans le temps. Donc le but de cette étude est d'apporter, je crois, une culture de la donnée, et ça va être tout l'objet de la restitution de cet après-midi. Et une bonne donnée, c'est déjà une donnée qui est existante. C'est un gros départ, un gros progrès, une donnée existante qui est standardisée, qui est fiable et qui est partagée. Et donc là, ça, c'est vraiment un travail énorme, et c'est un préalable avant toutes les démarches de partage de l'eau que nous envisageons. Et puis, en parlant de données, de connaissances, vous savez que mon origine scientifique m'attache beaucoup à cette donnée, cette connaissance, et dans le contexte de l'Assemblée départementale en février dernier, j'avais convié François Gémen pour nous parler des enjeux très globaux du changement climatique et lancer une grande fresque du climat à destination de tous les élus du département et des directeurs de services. Et du coup, je crois que la thématique de l'eau, c'est une thématique intéressante pour poursuivre ce cycle de formation, de prise de conscience et d'acquisition de connaissances, parce que les enjeux liés à l'eau, c'est ici, c'est maintenant, et c'est pas quelque chose d'abstrait qui se passera dans des décennies et ailleurs dans le monde. Donc on est en plein dedans, et vous qui vous occupez de l'eau, évidemment, votre présence ici témoigne du fait qu'on est vraiment dans le dur des choses, et que c'est extrêmement concret et palpable. Et donc à ce titre, j'ai le plaisir d'accueillir Florence Abetz, qui nous fait le plaisir de venir aujourd'hui, donc qui est hydroclimatologue, qui est directrice de recherche au CNRS et qui est également professeure attachée à l'ENS. Voilà, donc elle va nous présenter sa conférence en 2 temps, avec à chaque fois la possibilité pour vous de prendre la parole et puis d'échanger au sujet des informations qui viendront de vous être délivrées. Donc une première partie avec les effets du changement climatique sur l'eau à l'échelle mondiale et à l'échelle de la métropole, et puis une seconde partie avec des répercussions sur la ressource de manière plus focalisée sur notre région. Donc j'espère que ce temps vous sera profitable, que vous aurez encore appris de nouvelles données, parce qu'on n'arrête jamais de s'enrichir dans tous ces domaines-là. Et puis je vous donne sans plus attendre la parole. Merci beaucoup, Madame Amiot. Merci beaucoup pour cette invitation, et merci beaucoup pour votre présence. Donc, effectivement, on va faire 2 temps. Donc, un premier temps plus global sur les raisons pour lesquelles le dérèglement climatique impacte le cycle de l'eau. Alors, pourquoi cette question ? C'est parce qu'on a longtemps parlé de réchauffement climatique, donc essentiellement des aspects de température, et cette figure l'illustre aussi avec l'évolution des températures globales depuis 1880, en lien avec l'augmentation également de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Mais en fait, quelque part, ça a un petit peu masqué qu'un des principaux impacts en fait, concerne la ressource en eau, et ce, en fait, à l'échelle globale, mais aussi à l'échelle nationale. Alors, en fait, dans cette première partie, on va d'abord regarder les processus. Alors, pourquoi un petit peu les processus ? Parce qu'en fait, ce que l'on sait du futur, c'est qu'il reste incertain. Et même s'il y a des tendances très nettes, évidemment, ça sera très difficile de vous dire qu'est-ce qui va se passer exactement en 2030 ou en 2035. Et donc, c'est important, en fait, d'avoir une idée de qu'est-ce qui peut se passer, quand bien même on ne saura pas exactement quand ça va se passer. Un des premiers impacts du changement climatique, c'est finalement une modification de ce qu'on appelle en météo la circulation générale, c'est-à-dire en fait comment l'air et donc l'humidité de l'air et les pluies sont transportés à l'échelle du globe. Donc, vous le savez, c'est bien sûr au niveau de l'équateur qu'on reçoit le plus d'énergie solaire et donc qu'il fait le plus chaud. Cette énergie, en fait, elle permet des circulations atmosphériques particulières, cette fameuse cellule de Hadley,
puisque en fait, en réchauffant la surface, on va pouvoir évaporer de l'eau et puis la faire monter très haut dans le ciel. Et en se remontant comme ça de façon très importante, elle va se refroidir et finalement précipiter. Et finalement, sur la planète, l'endroit où il y a le plus de précipitations, c'est plutôt l'équateur. Et puis cet air qui redescend en fait en surface, qui s'est asséché, eh bien, il a tendance à créer déjà des zones qui sont déjà arides au niveau des 30 degrés de latitude. Et ce qui va se passer avec le changement climatique, c'est que cette cellule, quelque part, ce contraste va s'intensifier avec sans doute un élargissement de cette fameuse cellule de Hadley et une intensification au niveau des tropiques, donc plus de pluie au niveau de l'équateur, et puis un assèchement marqué, vous voyez, au niveau des latitudes relativement tempérées, qui concerne en fait toute la Méditerranée et plus généralement tous les climats méditerranéens, donc également la côte californienne et l'Afrique du Sud et l'Australie également. Donc ces zones, elles vont être particulièrement sèches et ce qu'on appelle parfois en anglais des hotspots secs, donc des zones qui vont particulièrement s'aridifier, donc avec une diminution marquée des pluies. Et donc ce qu'on voit, c'est que le sud de l'Europe est très marqué. Ce qu'on voit aussi, c'est que finalement, au nord, dans les hautes latitudes, on a tendance à avoir une humidification, simplement parce que l'air étant plus chaud, eh bien, il peut porter plus d'eau, et qu'aujourd'hui, c'est des régions très froides et qui ont tendance à augmenter bien plus en précipitation. Et donc, on a finalement un contraste au niveau de l'Europe entre un sud de l'Europe qui va s'assécher et un nord de l'Europe qui va s'humidifier en précipitation. Et là, en fait, la question qui va se poser pour nous, qui sommes à peu près au milieu, c'est où sera la jonction. Et aujourd'hui, ça reste très incertain. On a vraiment du mal à vous le dire exactement pourquoi. Ces gradients, ces modifications à l'échelle globale, ils sont portés en fait par une modification évidemment de la température, et notamment par le fait que les températures globales, elles se réchauffent plus aux hautes latitudes qu'au niveau de l'équateur. Et ça, en fait, c'est ce qui pilote un petit peu les gradients de la circulation atmosphérique et qui change un petit peu l'ensemble de la circulation. Donc ça, c'est un premier point très global. Ensuite, on a d'autres phénomènes qui sont liés, ce coup-ci, à ce qu'on appelle un équilibre thermodynamique, qui est lié au fait qu'un air plus chaud peut porter plus d'humidité, et donc ça se traduit globalement par une élévation d'un degré de température permet de porter 7% de vapeur d'eau en plus dans l'atmosphère. C'est cette petite courbe que vous voyez ici, donc avec la température ici et la vapeur d'eau. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Quand il y aura de l'eau sur la surface continentale, on va pouvoir évaporer, donc ça va se produire notamment sur les océans. Et donc on va alimenter l'air en humidité. Et cet air, finalement, comme elle est présente, cet air humide, il va pouvoir finalement condenser lors d'événements pluvieux et puis tomber de façon plus importante dans le futur. Donc aujourd'hui, on va dire avant le réchauffement ou à notre état de réchauffement, la quantité de vapeur d'eau, on va dire qu'on peut la représenter par ce carré-là, ce volume-là. Et après réchauffement, donc, on aura plus d'eau, donc ce carré bleu là. Et donc effectivement, les précipitations les plus intenses pourront augmenter en intensité. Ce qu'on anticipe, c'est des augmentations de ces pluies les plus intenses, effectivement de l'ordre de 7% par degré, mais ça peut très bien être plus important par des problèmes de circulation atmosphérique. On peut atteindre donc des augmentations des pluies les plus intenses, plus importantes. C'est ce qui est déjà observé en fait dans le sud de la France. Vous connaissez les épisodes Cévenol, du côté de Montpellier, etc. Donc, dans cette région, on a déjà observé 22% d'augmentation d'intensité moyenne des précipitations extrêmes sur 50 ans, ce qui est plus en fait que ce qui est simplement dû à l'équilibre thermodynamique. Donc, ce processus, à lui tout seul, il permet d'augmenter les pluies intenses. Mais bizarrement, exactement le même processus, il va conduire à une augmentation des sécheresses. Comment ça se fait ? Simplement parce qu'en fait, on a un problème, c'est que pour qu'on atteigne l'équilibre, il faut fournir à l'atmosphère plus de vapeur d'eau. Or, ce qui se passe, c'est que l'eau, elle est essentiellement disponible au-dessus des océans.
mais les océans, ils se réchauffent moins vite que les continents. Pourquoi ? Parce que finalement, il y a une masse à réchauffer qui est plus importante, et finalement, ils se réchauffent moins vite. Donc finalement, on a un équilibre au-dessus des océans qui n'est pas le même que dessus les continents. Et donc, au-dessus des océans, on a effectivement un équilibre entre la vapeur d'eau et la température, mais quand cette masse d'air elle est advectée sur les continents, eh bien, finalement, on n'a pas assez de vapeur d'eau par rapport à l'équilibre de la température de surface au-dessus des continents. Et ça fait que finalement, par rapport à la quantité d'eau qu'il faudrait avoir au-dessus des continents, qui est ce coup-ci exprimé avec ce carré orange, vous voyez, il y a un déficit. On n'a pas assez de vapeur d'eau par rapport à ce qu'il faudrait. Et ça veut dire que l'air au-dessus des continents, elle va essayer d'aller chercher plus d'eau en surface, et donc elle va essayer d'en trouver dans les sols, mais du coup les sols ils vont perdre leur eau beaucoup plus vite, et finalement ça va conduire à aggraver les sécheresses. Donc c'est déjà des choses qui sont observées, hein. On a observé un déficit d'humidité qui a augmenté de 11% en 30 ans à l'échelle globale sur les zones végétalisées, et qui peut déjà porter préjudice à la croissance des plantes dans certaines régions, puisque si les plantes sont stressées en eau, elles ne peuvent pas croître. Alors, à l'échelle de l'Europe, donc, je vous montre cette figure qui montre l'évolution de l'humidité de l'air à 2 mètres. On montre très souvent l'évolution de la température de l'air, donc on sait qu'elle croît, mais si vous prenez l'humidité relative, donc c'est-à-dire finalement la quantité d'eau par rapport à la quantité totale que peut porter l'atmosphère, eh bien ce que vous voyez ici, c'est qu'elle a tendance à décroître, donc entre 1980 et 2020. On avait avant une humidité de l'air qui était plus importante, et maintenant on est en déficit, donc on est moins fort que la moyenne, avec des évolutions qui sont quand même assez importantes. Donc ici, c'est des résultats pour l'Europe. Si on regarde, alors je n'ai peut-être pas mis cette figure au bon endroit, je vais continuer, je vais revenir. Oui, non, si je regarde maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de la région, ici, donc c'est une sortie d'un petit logiciel qui est sur Internet, qui s'appelle Macao, et qui permet de regarder l'évolution des débits observer, mais les débits qui sont censés être peu influencés, donc où on peut essayer d'attribuer l'évolution de ces débits à simplement des tendances climatiques. Vous avez pour chaque point des rivières supposées peu influencées, et ici les signes de l'évolution des débits. Donc quand c'est en rouge, c'est plutôt une tendance à la baisse, et quand c'est en vert, c'est plutôt à la hausse. Vous voyez que dans la région, c'est plutôt à la baisse. Et ici, pour la station de la Gronne à Jalony, eh bien, on a l'évolution de la chronique qui montre finalement une tendance assez marquée à la baisse. Donc, ça, c'est des éléments que vous pouvez retrouver sur votre territoire, donc sur le site internet de Macao, qui est limité, en fait, encore une fois, aux débits les moins influencés, mais que l'on observe très bien. Ce que l'on observe également, c'est donc dans quelques endroits, hein, comme vous disiez, on n'a pas forcément toujours des données partout, mais il y a quelques endroits où on a des observations de la recharge de la nappe simplement en regardant les flux qui s'écoulent à 2 mètres de profondeur. Et donc sur ce site qui se situe du côté de Reims, donc un petit peu plus au nord, ce qu'on voit, c'est que depuis les années 70, en fait, la quantité d'eau qui recharge la nappe, elle a tendance à diminuer de façon très marquée, que ce soit pour les sols nus ou pour les sols végétalisés. Pourtant, dans la région, on a très peu d'évolution des pluies. Donc ça veut dire que le signal de diminution de la recharge de la nappe, il est uniquement porté par l'augmentation de l'évaporation. Donc ça, voilà, on peut l'attribuer pleinement, puisque ce signal, on l'observe même quand il n'y a pas de rotation de culture, donc on ne peut pas associer ce signal à des changements d'occupation des sols, mais on le retrouve que ce soit sur sol nu ou sur sol végétalisé. Donc ça, c'est une observation qu'on retrouve de façon intéressante malgré tout, donc relativement au nord de la France. Pourquoi c'est intéressant ? Je vous ai dit qu'il y avait des incertitudes sur l'endroit où va se situer la passation entre moins d'eau en été, enfin moins d'eau dans l'année ou plus d'eau. Donc là, on est vraiment dans la zone d'incertitude, et les tendances actuelles montrent qu'on est plutôt sur une stabilisation des précipitations, mais avec malgré tout une augmentation de l'évaporation. Alors, ce n'est pas le seul impact, évidemment, du changement climatique. On a d'autres problèmes qui sont associés, et en particulier des problèmes de qualité de l'eau, essentiellement associés à l'eutrophisation, et qui sont accélérés parce que, effectivement, avec le changement climatique, on risque d'avoir une hydrologie modifiée et certainement diminuée, ce qui va
avoir tendance à ralentir les flux d'eau. Et en même temps, on va avoir beaucoup de chaleur et de rayonnement qui vont favoriser finalement le développement d'algues. Et ça, on a un risque d'eutrophisation qui est vraiment accéléré avec le changement climatique. Donc vous avez ici un exemple d'une rivière très eutrophisée. Et ici, c'est une photo sur les grands lacs américains où en fait c'est des cyanobactéries qui se développent, et vous savez que les cyanobactéries, elles posent d'autant plus de problèmes qu'elles rejettent des toxines en fait dans l'eau. Donc ça, c'est des risques qui sont accentués vraiment très amplement avec le changement climatique. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour se projeter dans le futur ? Eh bien, on fait des projections, c'est-à-dire qu'on se base sur des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. La COP s'est conclue cette semaine, donc vous avez une idée. Là, c'est l'évolution, en gros, des émissions de gaz à effet de serre. C'est à peu près le chemin qu'on suit en ce moment en blanc. Et c'est ce qu'il faudrait ici comme réduction des gaz à effet de serre pour atteindre les 1,5 degrés ou pour ici atteindre les 2 degrés. Donc, vous voyez que c'est une complète rupture en fait par rapport à nos émissions passées. Et pour atteindre les 1,5 degrés, il nous reste finalement que très peu de temps pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Vous voyez qu'il nous reste moins de 10%. Voilà. Alors, avec ces projections, on peut donc anticiper avec les modèles du climat, donc les modèles du GIEC, comment évolueront les pluies dans le futur. Donc on retrouve ici les patterns que je vous ai présentés au début. Donc en bleu, plus de pluie, en rouge, moins de pluie, pour un climat qui atteindrait 1,5 degré, 2 degrés ou ici 4 degrés. Donc on retrouve dans chaque cas les mêmes patterns, c'est-à-dire plutôt une augmentation sur les tropiques, une diminution dans la Méditerranée et une augmentation dans les hautes latitudes. Mais vous voyez que l'intensité n'est pas du tout la même à chaque degré d'augmentation de l'atmosphère. Et en particulier pour un monde à 4 degrés, vous voyez qu'on aurait vraiment des impacts extrêmement marqués un petit peu partout. En France, comment ça pourrait se traduire ? Alors de nouveau, c'est pas certain, il y a beaucoup d'incertitudes, mais disons que les résultats qui avaient été obtenus par le précédent exercice du GIEC nous donnaient ce genre d'évolution. Donc un grand moitié sud de la France qui serait avec moins de précipitations annuelles, de l'ordre de 15% en moins, une partie relativement au nord qui serait relativement stable, et puis une partie un petit peu plus limitée dans le nord-est qui serait plus pluvieuse. Mais en fait, ça reste très incertain. À l'échelle nationale, on pourrait avoir une évolution des pluies qui évoluerait entre plus 3% et moins 15%. Vous voyez, donc de nouveau, il y aurait beaucoup d'incertitudes sur les précipitations. Mais effectivement, il y a beaucoup moins d'incertitudes sur l'évolution de l'évapotranspiration, c'est-à-dire que l'évapotranspiration va augmenter tant qu'il y aura de l'eau. Du coup, ça veut dire qu'on a malheureusement pas beaucoup d'incertitudes sur le fait qu'il va y avoir une augmentation des sécheresses. Et ça, c'est une figure très importante qui montre l'évolution de la durée des sécheresses les plus longues en Europe. Et ce qu'elle montre, c'est aujourd'hui on est à peu près dans un monde à 1 degré, donc on a des sécheresses de l'ordre de l'année sur une grosse partie de l'Europe ou à 2 ans à peu près dans certaines régions. Dans un monde à 1,5 degré, on passerait déjà à des sécheresses qui dureraient 3 ans. Dans un monde à 2 degrés, des sécheresses qui dureraient 5 ans. 2,5 degrés, ça ferait des sécheresses qui pourraient durer 7 ans. Et 3 degrés, des sécheresses qui dureraient 9 ans. Vous voyez, donc c'est extrêmement important en fait. On voit que c'est les sécheresses les plus longues. Toutes les études, malgré tout, s'accordent sur une augmentation des sécheresses en Europe. Et vous voyez qu'elles sont très étendues. C'est-à-dire que même la solidarité internationale, elle aura du mal à avoir cours, puisqu'on risque d'avoir des sécheresses partout. Et donc ici, on voit bien que chaque demi-degré compte. Et voilà. Pour finir cette première partie, je vais vous parler du potentiel d'adaptation tel qu'il est vu par le GIEC. Donc le GIEC fait le bilan sur l'Europe et donc il constate des tensions actuellement sur l'eau dans certaines régions d'Europe. Il dit également que le développement de réserves et de transferts interbassins, ça crée des inégalités d'accès et ça perpétue des pratiques maladaptatives. Autour de 2 degrés, le GIEC estime que des mesures transformationnelles, comme par exemple des changements importants d'occupation des sols, deviennent nécessaires, avec une confiance moyenne. Et autour de 3 degrés, même un très grand nombre de mesures d'adaptation cohérentes ne peuvent garantir d'éviter des pénuries d'eau, avec une confiance moyenne. Donc ça, c'est pour l'Europe. Voilà, donc ça, c'est un petit peu le bilan. Et donc là, si vous voulez, on peut commencer à discuter ou à échanger
sur cet aspect-là. N'hésitez pas à prendre la parole. Donc, je crois que votre éco-anxiété, si elle n'était pas présente, a commencé à monter un petit peu. N'hésitez pas. Monsieur. Simplement un constat. Donc, on a développé de plus en plus des réseaux collectifs d'eau usée et l'eau pluviale qui rejettent directement l'eau dans les rivières, après traitement, bien sûr, qui vont directement à la mer. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on renvoie de l'eau là où on n'en a pas besoin, mais on ne renvoie pas d'eau là où on en aurait besoin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce que les idées qu'on a eues dans le passé, qui étaient normales parce qu'on utilisait des produits qui n'étaient pas du tout adaptés et qui étaient polluants, on les utilise de moins en moins. Est-ce qu'on ne peut pas revenir à un rejet à la parcelle, pas dans les villes, mais dans nos campagnes, pour ramener l'eau au plus près de là où on en manque, donc dans nos campagnes, au lieu de les rejeter dans les rivières qui vont directement, et dans les fleuves, directement dans les mers. Alors je ne dis pas qu'on puisse faire ça partout, hein. Je précise bien, en ville, ce serait complètement impossible. Merci pour cette question. C'est vrai que j'ai hésité de vous mettre aussi des informations sur l'évolution des prélèvements et de la biodiversité. À l'échelle globale, les chiffres sont très clairs, hein. La consommation d'eau par les humains a nettement augmenté. Les prélèvements augmentent de façon exponentielle. Et c'est tout à fait dans le sens également d'une perte de biodiversité, notamment aquatique. Sachant qu'on a à peu près 10% des espèces qui vivent dans l'eau, et la perte des espèces aquatiques, elle est 2 fois plus importante que la perte dans le milieu terrestre. Donc en fait, on a déjà extrêmement abîmé la biodiversité des milieux aquatiques, et donc en fait, si maintenant des prélèvements que l'on fait, mais qui ne sont que des prélèvements, c'est-à-dire qu'on rejette cette eau en aval, si maintenant on considère qu'on va que les consommer, en fait on va tout assécher, on va tout détruire. Il n'y a vraiment pas tellement de doute là-dessus. Alors là, ici, on est en Saône-et-Loire, hein, donc on est très en amont. Il y a beaucoup de chemin avant d'arriver à la mer. Si aujourd'hui on fait ça en Saône-et-Loire, clairement on va diminuer la ressource en eau sur tout le cours d'eau, on va réduire les usages possibles en aval et on va détruire la biodiversité jusqu'à la mer. Ici, on est donc sur un affluent du Rhône. Le Rhône se jette dans la Méditerranée. La Méditerranée est déjà extrêmement impactée par la diminution des débits qui sont liés au fait qu'on a prélevé énormément d'eau dans le Nil, dans l'Èbre, dans le Pô. Et ça modifie carrément la circulation atmosphérique, la circulation de la mer Méditerranée, la salinité, etc. Et donc, en fait, quelque part, à force, on tue tous les milieux. Et donc, c'est aussi la crise climatique, elle est en lien aussi avec une crise de la biodiversité. Et donc, il faut être assez prudent sur les approches. Donc, ça ne veut pas dire que la réutilisation des eaux usées, elle ne soit pas intéressante, mais elle peut être essentiellement intéressante à proximité, à la rigueur du milieu marin, pour compenser d'autres prélèvements. Voilà, elle ne peut pas du tout se généraliser. L'idée qu'on pourrait réutiliser 80% des eaux pour des usages qui fassent transformer un prélèvement en consommation, ça, ce serait sans doute une catastrophe, quoi. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez répondre à certaines questions. Juste en complément de ce qui vient d'être dit, il y a quelque chose que tout le monde comprend quand on dit que l'eau est un facteur limitant du développement humain. Ça, tout le monde comprend. Le végétal est l'un des facteurs limitants du développement humain également. Donc l'eau que l'on rejette dans la rivière, c'est pas de l'eau perdue, c'est de l'eau qui sert, c'est de l'eau qui sert au milieu, ça vient d'être dit. C'est de l'eau, si elle ne circule pas trop vite, recharge aussi nos réservoirs naturels, que sont les nappes, que sont tout un tas de dispositifs naturels, souterrains, qui stockent l'eau. Donc on n'est pas du tout... C'est pas de la perte en ligne, hein. On contribue en faisant comme ça à maintenir quand même notre biotope en tant qu'être organique qui vit dans un espace donné. Et ça, c'est primordial. Par contre, là, c'est moins évident et on a moins cette appréhension-là de conserver notre milieu de vie qui est quand même quelque chose de très important. Donc, il y a tout un tas de fonctions écosystémiques qui sont apportées par les milieux
Et on s'en rend compte, malheureusement, quand elles ne sont plus là. Et du coup, voilà, je fais le lien, je m'excuse, je fais le lien avec l'étude qui est portée par le département. Et ça illustre bien, en fait, la chose, c'est-à-dire que on était auparavant dans une logique de besoins-ressources, je l'ai déjà dit plusieurs fois, au niveau départemental. Et là, c'est vraiment très bien parce qu'on change de regard, on est dans une logique de ressources disponibles, usage possible. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à faire ce pas-là, à changer ce regard, à changer ce point de vue. Et voilà, à considérer que l'eau qu'on rejette, c'est de l'eau perdue, c'est pas tout à fait ça en fait. C'est de l'eau qui a beaucoup d'autres utilisations qui nous servent également. Oui, Monsieur Guillermin de Voies navigables de France. Je voudrais interroger par rapport, donc vous avez montré une carte qui donc relève d'une étude de 2018, si je me souviens bien, qui pouvait laisser penser que grosso modo la pluviométrie, c'est celle-ci. On pourrait dire à nos latitudes, on ne va pas être trop impacté, c'est-à-dire que globalement la pluviométrie va rester identique, et puis du coup avoir des approches en se disant est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité peut-être de chercher à stocker cette eau l'hiver pour en avoir l'usage l'été. J'ai cru comprendre que là des études plus récentes finalement sur des scénarios finalement faisaient que l'Europe centrale serait beaucoup plus impactée que ce qu'on pensait initialement, et que finalement donc ce type d'analyse était remise en cause, avec finalement des variabilités entre régions qui pourraient être beaucoup plus importantes. Et vous l'avez souligné ensuite, après, ça dépend bien entendu des scénarios d'augmentation de température auxquels on va devoir faire face, mais finalement des sécheresses qui seraient beaucoup plus intenses et prolongées, Alors, comme je disais, effectivement, ça c'est une étude qui date du précédent exercice de GIEC, et effectivement, on a toujours beaucoup d'incertitudes sur les précipitations, l'évolution claire des précipitations, vous n'en aurez pas. Il y a un exercice en ce moment, vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Explore 2, qui utilise en fait des modèles de la même génération, mais qui ne sont pas tout à fait, qui sont un petit peu différents, et qui peuvent être assez... qui sont de nouveau plein d'incertitudes, qui montrent peut-être pas exactement la même image, mais voilà. Ces variabilités annuelles, effectivement, c'était annuel sur plusieurs années, donc en fait, ça cache des variabilités d'une année à l'autre, et puis ça cache des variabilités d'une saison à l'autre. Mais en fait, moi, j'ai tendance à préférer vouloir dire que ce qui est certain, c'est que c'est incertain. Parce que, en fait, les modèles en fait, il y a des variabilités très long terme sur les précipitations. En fait, sur des périodes de 60 ans, on peut avoir des fluctuations de l'ordre de 20% en plus ou en moins des pluies et des écoulements. Et du coup, ces variabilités qui sont liées à des constants, à des réponses de l'océan Atlantique pour nous, un petit peu lentes, eh bien, ces variabilités sont mal vues par les modèles de climat. Et comme elles sont mal vues, elles ne peuvent pas être très bien projetées. Or, ces variabilités, sur des temps assez courts, sur la dizaine d'années, elles vont sans doute dominer la réponse au changement climatique. Ce qui fait que, comme elles ne sont pas bien vues, on a du mal, en fait, à vraiment être sûr de ce qui va se passer. Et ces variabilités, elles sont mal reproduites par les modèles de climat parce que l'origine, la cause exacte est mal comprise. Et du coup, on n'est même pas certain que ces variabilités vont se reproduire. La bonne nouvelle, si je puis dire, c'est que si ces variabilités se poursuivent telles qu'elles étaient, on était plutôt dans une phase sèche. Donc, ce n'est pas impossible que les prochaines années soient plus humides, même si se rajoute là-dessus une tendance climatique qui ne serait pas favorable tellement aux précipitations. Voilà. Mais c'est très incertain, encore une fois. Dominique Jobard, je suis élu de la Roche-Vineuse et président d'un syndicat des eaux au sud du territoire mâconnais. Je suis quand même surpris de la réponse que vous avez faite à M. Jules Vanon, parce que
J'entends bien qu'une station d'épuration, on connaît bien celle de la Roche-Vineuse, qui rejette dans un petit cours d'eau, parfois, elle représente une fraction non négligeable du débit de ce cours d'eau en été. Mais quelque part quand même, si on réutilise l'eau épurée par cette station, on n'aura pas à en prélever. Alors, ce que vous dites est peut-être vrai pour les quelques kilomètres de cours d'eau à l'endroit où le rejet de la station arrive, mais plus loin en aval, on parlait d'aller jusqu'à la mer. Ce qu'on aura quand même réutilisé en sortie de station, c'est quand même de l'eau qu'on n'aura pas prélevée dans la nappe phréatique et qui alimente aussi les milieux. Donc le bilan est au minimum nul, négatif à l'endroit où l'eau épurée tombe, mais nul au global. En fait, là, vous parlez de substitution. Alors, substitution, c'est un petit peu différent. Parce qu'effectivement, en quantitatif, c'est les mêmes volumes. Mais on sait très bien que ce n'est pas la substitution. On va pas, quand on parle de réutilisation des eaux usées, c'est rarement pour substituer, c'est plutôt pour augmenter la consommation. Et c'est en ça que ça ne sera pas durable. Mais si vous parlez de substitution, là, c'est tout à fait autre chose, effectivement. Voilà. Mais c'est rare, je pense que c'est quand même assez rarement l'idée. Est-ce que vous pouvez préciser votre définition des sécheresses? Vous dites on pourra être confronté à plusieurs années successives de sécheresse. Est-ce que ça veut dire des périodes longues en période estivale chaude et sans précipitation, mais quand même des précipitations assez importantes en période hivernale? C'est ça la définition vraiment par rapport à ce que vous voulez? Alors, en général, effectivement, nous, quand on parle de sécheresse, c'est un événement qui est rare et sec. Donc, souvent, c'est au-delà de la décennale sèche. Donc, ça peut être pour les pluies, ça peut être pour les débits. Là, je pense que c'était plutôt pour les écoulements. Mais il est clair que quand on a des sécheresses très longues, pluriannuelles, donc la dernière sécheresse pluriannuelle qu'on ait pu connaître en France, c'était dans les années 46, 49. Voilà, c'est assez ancien, mais on en a connu. Ça ne veut pas dire que tous les mois de l'année étaient déficitaires en pluie. Ça veut dire que sur une période de 6 ans, en fait, on a eu des déficits très importants cumulés de pluie et que cela a conduit à des très bas débits. Et surtout, le problème, c'est que le fait que ce soit très long, vous avez épuisé toute votre eau en nappe, vous épuisez toute votre eau en rivière et vous épuisez toutes vos eaux en lac. Voilà. Donc vous avez une concomitance des sécheresses qui vient de la durée et du coup vous avez plus d'endroits où vous allez pouvoir assumer vos usages. C'est la difficulté. Ça ne veut pas dire qu'effectivement pendant 6 ans il n'y a aucun mois où il n'y a pas eu la même quantité de pluie que la moyenne, mais c'est vraiment sur cette période-là, les écoulements ont été trop bas parce que effectivement les mois précédents ont été très déficitaires. Voilà. Et malheureusement, il y a déjà eu ce cas-là dans le passé, et on anticipe que ce soit beaucoup plus fréquent dans le futur. Et par exemple, la sécheresse de 2022 était déjà une sécheresse qui a duré plus d'1 an, et on s'attend à ce que ça continue. Voilà. Ce qu'on voit en Espagne, par exemple, aussi, cette année. Bonjour, je suis Agaï S de la ville de Cluny. Et vous n'avez pas parlé de la forêt, et je me demandais si, sur l'échelle de la France, est-ce que c'est un levier qui est pensable? Est-ce que c'est trop peu, trop tard? Ou voilà, quel rôle ça peut jouer dans ce cycle? Merci. Merci. Alors effectivement, je vais parler un peu d'occupation du sol dans la deuxième partie, mais la forêt, donc déjà, elle souffre de ces épisodes. Donc le premier problème, c'est ça, c'est la survie de la forêt et son évolution, voilà, qui doit être pensée dans un contexte de changement climatique. Donc voilà, je sais que tout est en cours, mais effectivement, quelque part, avec le changement climatique, on doit faire aussi un peu le deuil de certaines forêts. On voit bien qu'il y a des massifs qui se meurent. Est-ce que votre question, si c'est est-ce qu'en plantant énormément d'arbres, on va régler le problème
de déficit de forêt. Bon, peut-être que très localement, ce sera possible, mais si vous voulez, ça ne va pas pouvoir pallier les problèmes climatiques globaux. Cette diminution de l'humidité de l'air, elle va dominer en fait la réponse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'idées qui se propagent comme quoi, si on met de la verdure partout, on va faire pleuvoir. En fait, non, c'est pas vrai. Il y aura peut-être des endroits où effectivement vous allez pouvoir tout près de la mer, par exemple, faire condenser, améliorer la condensation, je dirais, locale de la vapeur d'eau, parce qu'effectivement, il y en a. Si vous êtes en zone de montagne, peut-être, ça peut se produire, mais à l'échelle de la France, c'est pas vrai que planter de la forêt partout va faire pleuvoir. Ça, c'est une fausse idée, malheureusement. Si c'était votre question, je pense que voilà. Et par contre, bien sûr, la forêt, c'est important et les arbres sont importants. Voilà. Je pense que je vois les pompiers qui sont présents, les incendies de forêt, malheureusement, c'est l'avenir aussi. Bonjour, Nicolas Roussel, communauté urbaine Creuse de Monceau, direction de l'eau et de l'assainissement. J'avais une question un peu précise, qui est peut-être bête d'ailleurs. J'ai cru comprendre, je crois que c'est Emma Zizak, que j'ai entendu évoquer le sujet, que les modèles actuels du GIEC, donc c'est plus sur l'aspect évolution et modélisation des évolutions, prenaient mal en compte justement l'augmentation de l'humidité de l'air et donc l'effet de serre de la vapeur d'eau. Voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Je pense qu'elle avait mal compris, hein, parce qu'évidemment c'est tout à fait dominant. En fait, la présence de vapeur d'eau est un gaz à effet de serre vraiment important, et c'est ce qui maintient aussi la température de la planète à une température au-dessus de 0 degré. Et donc, bien sûr, c'est intégré dans les modèles de climat. Je pense que la malinterprétation vient du fait que quand on attribue des changements de température, par exemple au CO2, enfin au dioxyde d'azote ou par exemple au méthane, en fait, on y attribue également l'évolution qui est liée au fait que comme le méthane va augmenter la température, il va également accroître la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Et en fait, on associe les deux au seul méthane. Et du coup, effectivement, quand vous voyez les attributions qui sont faites par le GIEC, on voit chaque effet de serre et on ne voit pas forcément l'addition qui est portée par la vapeur d'eau. Et ça s'explique très bien. Pourquoi ? Parce que la vapeur d'eau dans l'atmosphère, elle reste très peu de temps, environ une semaine. Et du coup, si vous ne rajoutez pas du méthane, la vapeur d'eau, elle va retomber et puis voilà, il n'y en aura plus. Donc si la vapeur d'eau, elle reste, c'est bien parce qu'il y a d'autres gaz à effet de serre qui la font persister dans l'atmosphère. Voilà. Donc je pense que c'était un problème d'interprétation. Michael Nguyen de l'Agence régionale de santé. En fait, c'était plus vis-à-vis de cette carte-là. Qu'en est-il du Gulf Stream ? Parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours dit, enfin, on m'a toujours appris que depuis le collège, que l'Europe était protégée justement et par le Gulf Stream, ce qui expliquait une différence de température entre les Amériques et l'Europe. Et du coup, je me suis dit, si on regarde toujours un gradient sud-nord en disant les masses d'eau, elles remontent, etc. Mais, je veux dire, est-ce que cette grande masse d'air, justement, qui protège l'Europe, peut se déplacer et, du coup, plus faire son effet protecteur, tempéré ? Est-ce que, du coup, l'Europe restera un climat tempéré ? Alors, effectivement, le Gulf Stream, il a souvent été interprété comme étant un phénomène majeur. Donc, le Gulf Stream, c'est un courant océanique qui remonte de l'eau chaude au-dessus des côtes et qui fait qu'on peut se baigner sur des mers assez chaudes. Mais en fait, ce qui fait la particularité du climat européen, c'est plutôt qu'on soit à l'est d'un énorme océan. Parce qu'avec la rotation de la Terre, en fait, les masses d'air qui circulent au-dessus de notre pays, ils viennent essentiellement d'abord de l'océan Atlantique. Et comme l'océan Atlantique, il est déphasé en température par rapport au continent, donc les océans sont des masses d'air, des masses d'eau qui ont une certaine température avec une inertie beaucoup plus lente que les continents. Donc en hiver, finalement, l'océan Atlantique, il va être plutôt plus chaud
que les continents. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir un climat finalement assez tempéré. Et en fait, c'est pas le Gulf Stream, c'est vraiment la position par rapport à l'océan. Pourquoi il fait plus froid à la même latitude à New York? C'est parce qu'ils sont à l'est d'un continent. Et donc l'air a eu le temps de se rafraîchir. Et par contre, si vous retournez de côte ouest américain, vous allez retrouver le même phénomène. C'est vraiment une question en fait de proximité par rapport à l'océan lui-même et pas forcément par rapport au Gulf Stream. Donc en fait, la modification, voilà, c'est pas le Gulf Stream qui va piloter les changements de température sur la planète. Par contre, ils peuvent quand même, l'évolution des courants marins peut jouer malgré tout sur la circulation des masses d'air, mais pas à ce point-là en fait. Je ne sais pas si c'est clair. Ça l'est, mais du coup, est-ce qu'il y a une différence entre l'ouest de la France et l'est par rapport à cette influence océanique? Ah ben oui, bien sûr. Hein. L'est de la France est plus continental que... Sur la carte, on a l'impression qu'il y a une augmentation assez... Que ça soit est-ouest. Alors bien sûr, on voit au-dessus de... Oui, alors... Alors du coup, je me suis dit... voilà. Enfin, on a l'impression que c'est un peu toute la moitié sud qui est concernée. Oui, parce que malgré tout, il y a un... Pour moi, par exemple, au Pays Basque, il pleut beaucoup. Là, c'est sec. Non, c'est plus sec. C'est une évolution des pluies. Excusez-moi, j'ai peut-être mal dit. C'est une diminution des pluies et non pas une quantité de pluie. Les précipitations diminuent d'environ 15%. Voilà. C'est une diminution par rapport à l'existant. Oui. Frédéric Guinamant, comme d'Aglo de Beaune, on est distributeur d'eau. Certes, on a de plus en plus de sécheresse. Même là, si on prend ce début d'automne qui était sec, mais avec des températures, je dirais, assez modérées. Ma question était, est-ce qu'il y aura une évolution notable, je dirais, des épisodes caniculaires? Parce que nous, on a une explosion des consommations d'eau uniquement à ces moments-là. C'est que si vraiment on peut avoir une période sèche, oui, on a de la consommation, mais on a réellement une explosion en période caniculaire. Ah, merci pour votre question. Oui, effectivement, j'ai pas mis d'épisode, j'ai pas centré sur les canicules, mais malheureusement, effectivement, la durée et les températures des canicules ne vont faire que augmenter. Alors, pour le coup, il n'y a pas beaucoup de doutes partout en France. Et je dirais même qu'il y a il y a 5 ans, mes collègues climatologues imaginaient que 50 degrés à Paris, c'était pas possible, et maintenant, ils le disent plus. Voilà. Donc, c'est pour vous donner l'ordre de grandeur. Voilà. Donc oui, les canicules vont être plus chaudes, plus longues. Une question sur les activités économiques. Est-ce que vous pensez qu'on va aller sur des déplacements d'industries grosses consommatrices d'eau, par exemple l'agroalimentaire, sur des zones où ils pourront prélever dans la nappe plus facilement que dans des secteurs? Par rapport à ce que vous avez montré, on voit du côté de Marseille, c'est rouge. Est-ce qu'on risque d'avoir des déplacements d'activités industrielles qui va les peut-être éloigner de là où on produit le produit qui sera mis au niveau alimentaire, mais ces déplacements-là? Et est-ce que vous voyez le fait de certaines activités vont disparaître? Je prends le tourisme, par exemple, des center parks, des choses comme ça. Est-ce que c'est des choses qui, dans l'avenir, devront disparaître de certains secteurs Alors, très certainement oui. Ce qui n'est pas difficile à envisager, c'est ce qui se passe déjà sur le côtier. Hein, le côtier qui s'érode. On a bien vu qu'il y a il y a un abandon en fait de certains habitats qui sont trop menacés par la montée du niveau marin et des déplacements d'activité du fait de la sécheresse ou du manque d'eau, très probablement. On voit déjà une évolution des zones irriguées. Hein, avec une explosion en fait dans le nord de la France, alors que c'était peu courant. Pour l'instant, voilà, est-ce que ça veut dire qu'il y a effectivement des mobilités oui, très certainement. Et peut-être que c'est la meilleure façon de s'adapter aussi, c'est-à-dire que adapter nos activités à la ressource en eau disponible, c'est sans doute ce qu'il y a de mieux à faire en fait. Mais On peut peut-être reprendre la présentation et on poursuivra les questions après. Merci beaucoup. Donc, sur la deuxième partie, c'était plus centré sur l'adaptation, mais je voulais commencer, malgré tout, j'aurais pu le mettre au début sur cette carte du cycle de l'eau. Alors, c'est plutôt le cycle de l'eau à l'échelle globale, mais
en fait, il y a certains chiffres qu'on peut remettre au niveau européen. Donc là, c'est une carte, c'est un schéma qui vient du dernier rapport du GIEC et qui montre les différentes composantes du cycle de l'eau. Alors, je vais commencer par vous montrer justement les parts de précipitation et donc d'évaporation. Donc ici, vous avez la part des pluies qui sont au-dessus des océans et au-dessus des continents. Et cette figure, elle montre que finalement, il pleut beaucoup plus sur les océans que les continents, bon, très bien, et qu'en moyenne, 38% des précipitations continentales viennent des océans. Ça, c'est une moyenne globale, en fait. C'est pas du tout vrai à l'échelle nationale, où, justement, comme je disais, on est situé tout près de l'océan Atlantique et juste à l'est de l'océan Atlantique. En France, on a plutôt entre 70 et 90% des pluies qui viennent de l'océan. Voilà. C'est important parce qu'il y a certaines justement méthodes d'adaptation qui imaginent que en fait, la plupart de nos pluies viennent des continents et que du coup, certaines modifications de l'occupation du sol vont pouvoir changer les choses. En fait, ça va être limité en France parce que essentiellement, une grosse partie vient de l'océan. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que, et ça c'est à peu près vrai aussi en France, 60% des précipitations continentales repartent en vapeur d'eau. Hein. Donc l'évaporation, c'est à peu près 2 tiers des pluies. Donc il ne reste plus qu'un tiers sur l'écoulement. Donc une partie finalement qui va recharger les nappes. Ces nappes elles vont évidemment s'écouler et donc contribuer également au débit des rivières. Et puis ensuite, ici 40%, en France c'est plutôt un tiers des pluies qui contribuent au débit. Et ce qu'il y a aussi dans ce schéma qui est vraiment très important, c'est l'impact des activités humaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'échelle globale, les activités de l'homme sont loin d'être négligeables. L'homme détourne un flux d'eau qui est équivalent à la moitié des débits de la planète. Voilà, la moitié. Donc, il faut avoir un peu cet ordre de grandeur en tête. On est loin d'avoir une action quantitative négligeable sur le cycle de l'eau. Alors, détourner, ça ne veut pas dire forcément consommer, ça peut être prélevé et rejeté plus bas, mais quand même, c'est détourné. Voilà, 20% de ces flux sont à peu près directement consommés. Donc ça, c'est un petit peu le contexte de base. Et puis, du coup, se pose la question de comment s'adapter. Et quand on voit comment s'adapter, il faut aussi intégrer certains impacts directs et certains impacts indirects. Donc, dans les impacts directs, il y a effectivement tout ce qui est stockage, barrage, les prélèvements. Et puis, il y a les impacts indirects qui peuvent être très importants, notamment l'artificialisation des sols et puis la déforestation ou parfois l'intensification agricole, qui se rajoutent effectivement au changement climatique. Mais le changement climatique n'est pas du tout la seule action qu'on peut avoir sur le cycle de l'eau. Juste ici, c'est un petit bilan de la situation en Saône-et-Loire. J'imagine que vous le connaissez déjà. C'est selon la base de données sur les prélèvements en eau, donc la BNPE, les consommations, enfin les prélèvements en Saône-et-Loire, simplement avec une augmentation très marquée en 2021, qui est associée à de l'eau turbinée. Donc j'imagine qu'en fait, c'est parce qu'ils n'avaient pas les données avant. Et on revient sur la question de la disponibilité des données. En fait, on connaît toujours assez mal les données, les prélèvements en France. Et sinon, on voit que dans le département, les principaux usages, c'est l'eau turbinée et les canaux, finalement, par rapport aux autres usages, mais qui sont finalement des prélèvements et pas forcément de la consommation en eau. Donc la différence, c'est que ça revient dans le milieu après. Ce que j'ai noté également, c'est la présence d'ASEC dans les rivières, donc les têtes de bassin. Ici, c'est les cartes du réseau Onde pour août 2022, avec des cours d'eau qui sont complètement ASEC en rouge et certains sans écoulement visible en orange. Donc ça, c'était la situation de août 2024, donc 2022, excusez-moi, mais il y avait donc déjà des cours d'eau en ASEC. Donc c'est pour dire, voilà, vous le savez évidemment qu'il y a déjà des cours d'eau. Ici, j'ai repris la masse, les masses d'eau stratégiques en Bourgogne-Franche-Comté. Donc on voit un contraste très marqué à chaque côté du département. Avec, ou à moins que ce soit la façon dont ce soit considéré par les deux agences de l'eau, peut-être, RMC, et puis ici, mais on a quand même des configurations qui sont très différentes dans le département régionalement. Et puis, donc ici, simplement, j'ai repris les territoires qui sont en risque de déficit quantitatif majeur, donc certainement vous les connaissez déjà, ici en orange.
Et ici, les masses d'eau qui ont une sensibilité hydrologique importante, donc où il y a des actions qui sont nécessaires pour améliorer l'hydrologie du bassin, et on voit quand même qu'il y en a beaucoup dans la région, enfin dans le département. Donc ça, c'est des éléments qui étaient dans un rapport de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté. Et du coup, ce qu'on peut se demander, c'est quelles sont les mesures à prendre en compte donc pour l'adaptation. Et donc, souvent, voilà, la première chose qu'on imagine, c'est de stocker l'eau. Hein, c'est déjà ce qui a été dit. Et simplement, c'était pour faire un bilan. En fait, en France, on ne sait pas encore exactement combien on a de réservoirs de retenue d'eau. Donc il y a eu plusieurs estimations, donc plusieurs études 2019-2020 estimées à environ plutôt 600 000 les plans d'eau en France. Mais le dernier inventaire national des plans d'eau qui sera bientôt paru estime lui plutôt à 800 000 plans d'eau. Donc vous voyez, il y en a quand même déjà, on est à 200 000 plans d'eau près quand même. Et donc il y a beaucoup de plans d'eau, ça c'est à peu près la localisation de 600 000 plans d'eau qui étaient cartographiés. 98% de ces plans d'eau sont d'origine humaine. Énormément de ces plans d'eau, ici vous avez la répartition en nombre en vert, et vous voyez qu'il y en a énormément qui sont en fait tout petits, mais qui sont quand même très nombreux. Et ce que j'ai mis ici, c'est l'évolution des surfaces en eau en France, qui vient de Agreste, qui montre qu'en fait on a une augmentation d'1 million de mètres cubes, d'1 million d'hectares de surface en plan d'eau depuis 1982, donc c'est pas du tout négligeable. Si on reprend par rapport à l'évolution de la surface agricole utile, elle a perdu 2,4 millions, donc vous voyez, c'est un facteur 2, quoi. On a une augmentation des plans d'eau en France, donc on ne peut pas non plus dire que ce n'est pas une solution d'adaptation qu'on n'ait pas déjà tenté. Il y a clairement beaucoup déjà de plans d'eau qui ont été développés, et du coup ça nous permet malgré tout d'avoir des éléments sur ce que ça peut apporter ces plans d'eau. Et donc je vous remets ici cette étude qui montre que les réservoirs, ça peut être malgré tout vu comme un problème d'adaptation, ça peut être parfois une maladaptation. Même si stocker l'eau, ça peut être vraiment très efficace pour réduire les risques de crue et disposer d'eau durant certaines sécheresses, eh bien, ça peut quand même conduire à un problème. Pourquoi ? Donc, parce que quand il y a une sécheresse, donc il y a des restrictions d'eau avec des conséquences économiques, une pression sociale, souvent qui pousse à la création de réservoirs. Et effectivement, on a création de réservoirs, du coup, on augmente l'approvisionnement en eau. Mais ça se traduit très souvent par le fait qu'à cause des tendances hydroclimatiques, même cet approvisionnement supplémentaire conduit de nouveau à des restrictions d'usage, et on retourne dans la boucle. À cela s'ajoute le fait qu'il y a des tendances socio-économiques qui fait qu'à partir du moment où il y a une offre qui est disponible, eh bien, on va augmenter la demande en eau, et donc on va augmenter les usages, et donc ça va aller plus vite vers des restrictions d'eau. Et in fine, en fait, le fait qu'on soit de plus en plus dépendant d'un approvisionnement en eau, ça augmente la dépendance, du coup la vulnérabilité et les conséquences économiques. Et donc tout ça pour dire que finalement la gestion de l'eau par l'offre, c'est quand même souvent une impasse, plutôt un verrouillage technique. Donc plus on augmente l'offre, plus on augmente la demande, et plus on augmente la vulnérabilité, et on sait que cette tendance hydroclimatique risque d'être très peu favorable, et donc ça risque d'aggraver les problèmes. Donc en termes d'adaptation, donc peut-être qu'il y aura quand même certaines retenues qui seront créées, mais on ne peut pas ne faire que ça. Il y a peut-être d'autres actions à faire. On sait que dans le milieu, il y a aussi, on a pas mal affecté en fait la circulation naturelle de l'eau, notamment avec les drainages agricoles qui ont tendance à accentuer la circulation de l'eau sur les parcelles agricoles. Ici, c'est les cartes de surfaces agricoles irriguées, et ici les surfaces agricoles drainées. Donc on voit qu'il y en a quand même pas mal sur le département. Et donc, en fait, quand on draine, on rend disponible des parcelles donc, à des usages agricoles plus vite, mais on évacue également plus vite l'eau, et cette eau peut finalement manquer lors des périodes.
Et finalement, on a cette évolution assez classique des territoires que l'on peut résumer ainsi. Donc, dans le passé, donc, on avait des cours d'eau qui méandraient tranquillement et des parcelles qui étaient autour. Et très souvent, avec le remembrement, on a élargi les parcelles et puis drainé. Du coup, on a rectifié le cours d'eau pour évacuer plus rapidement l'eau. On a souvent approfondi les cours d'eau. Et ça s'est également accompagné d'une baisse du niveau des nappes qui du coup, suit le niveau des cours d'eau. Donc, on a eu tendance à avoir accéléré les écoulements et réduire la capacité de stockage en eau des bassins. Une collègue d'un syndicat des eaux me disait qu'avant, les sols stockaient l'eau et les rivières drainaient les sols et la nappe. Et aujourd'hui, en fait, on draine les sols et on va stocker de l'eau en rivière, en fait. Donc, on a quasiment inversé le problème. Et donc, c'est vrai que la renaturation des rivières, des couverts végétaux variés, ça peut aider à une reconquête des stockages d'eau dans les sols et dans les nappes. Ensuite, vous avez parlé des arbres, mais c'est vrai que la présence de systèmes d'agroforesterie, c'est-à-dire la présence multipliée d'arbres, que ce soit sous forme de haies, de bocage ou vraiment d'agroforesterie, c'est-à-dire dans les parcelles agricoles, peut être une bonne adaptation dans le sens où on va à la fois faire de l'ombrage, de l'obstacle au vent et donc permettre finalement une résistance aux conditions caniculaires plus importantes, avec aussi des effets parfois de réalimentation en eau par les arbres d'une eau qui serait plus en profondeur vers la surface. L'agroforesterie, elle est aussi recommandée donc, par le ministère de l'Agriculture avec l'idée que ça permettrait de réduire d'environ 50% le ruissellement et l'érosion hydrique, les transferts d'herbicides, les pertes en nutriments, d'augmenter la porosité des sols et les quantités d'eau, notamment à la capacité au champ, puisqu'on augmente un peu le carbone des sols. Ça permet de réalimenter donc en eau les cultures par ce fameux ascenseur hydraulique. Et puis, bien sûr, ça a des bénéfices importants sur la biodiversité. Le GIEC, dans son rapport spécial sur l'occupation des sols, avait considéré que c'était une des meilleures solutions pour le stockage de carbone et la sécurité alimentaire. Voilà. D'autres adaptations, bien sûr, donc ralentir les écoulements, bien sûr, prendre soin des zones de rétention naturelles, qu'elles soient les zones humides ou les nappes, mais également la sobriété des usages, et puis ce qui reste important sur tous les secteurs, que ce soit eau potable, industriel ou agricole. Et avec ce petit dessin de ce garçon qui dit qu'il apprend à économiser l'eau en mettant l'eau dans sa tirelire. Il y a un autre problème, évidemment, c'est la reconquête de la qualité de l'eau, parce que finalement, avoir de l'eau qui soit de mauvaise qualité, ça ne va pas aider lorsque l'eau va commencer à manquer en quantité. Et donc ça, c'est un rappel du nombre de points de captage qui ont été fermés pour cause de pollution en eau. Donc ici, depuis 1980 à 2019, 4300 points de captage ont fermé. Ici, vous avez les causes de fermeture, donc nitrates et pesticides, microbiologie, etc. Donc il y a aussi des captages qui ont fermé pour cause de rationalisation. Et voilà, donc, beaucoup de points de captage fermés malgré tout pour des problèmes de qualité et qui finalement augmentent la pression sur un nombre plus réduit de captage. Ici, j'avais repris encore dans ce rapport de l'Adréal Bourgogne-Franche-Comté un état d'avancement des programmes d'action opérationnelle territorialisés, donc les POAT, en 2019, avec déjà tout un tas de préconisations, donc vous voyez, réduction des apports et rejets de pesticides, amélioration de réseau de collecte des eaux pluviales, restauration de la morphologie des cours d'eau, enfin je dis, donc il y a déjà une vingtaine d'actions qui avaient été mises en avant, et à l'époque, moins de 50% de ces actions avaient été réalisées. Tout ça pour dire qu'en fait, il y a beaucoup d'actions que l'on connaît, qui sont déjà préconisées depuis longtemps, mais maintenant, il faut vraiment réussir à les mettre en place de façon relativement urgente. Voilà, donc pour terminer cette partie-là, donc clairement, on a une menace sur l'eau, qui est menacée par différentes activités humaines, que ce soit pollution, dérèglement climatique, prélèvement. Et certainement que pour y remédier, on doit utiliser des solutions qui ont d'autres co-bénéfices, donc des bénéfices notamment pour l'atténuation au changement climatique, parce que
finalement, si on n'atténue pas le changement climatique, on ne pourra pas s'adapter. C'est aussi un des résultats du GIEC. Hein. Mais il faut également des co-bénéfices sur la préservation de la biodiversité, la réduction des pollutions, la préservation des sols. Tout ça, c'est vraiment important pour le futur. Et puis, voilà, quelque part, il faut ne pas paniquer et s'organiser. Donc voilà, c'est pour dire que c'est encore possible. Voilà. Merci beaucoup. Donc, comme tout à l'heure, on va pouvoir donner la parole à la salle pour les échanges, et puis on peut se focaliser sur la deuxième partie de la présentation, ou laisser libre cours à ces questions pour que tout le monde soit satisfait. Monsieur Friseau. Oui, bonjour à tous. Jean-Marc Friseau. Là, je prends la parole en tant que président du syndicat de bassin versant d'Abourbas. C'est assez facile à identifier, le Creusot d'Igouin. Donc un petit territoire. Je parle sous le couvert de nos techniciens qui sont là, on a essayé de faire un inventaire des plans d'eau, on en a trouvé plus de 2000, dont la moitié sur des toutes petites superficies alors là, l'évapotranspiration, c'est une catastrophe, des petits qui sont en plus pas profonds. Alors, certains servent à l'abreuvement du bétail, hein, je parle à mon voisin qui connaît bien le sujet, mais beaucoup sont pour du loisir. Et alors, on a bien compris qu'aucun n'était vertueux, hein, on est bien d'accord. Mais moi, je classifie dans les semi-vertueux et puis dans les catastrophiques. Je vous explique. Et là, je me tourne un peu vers l'OFB, vers le préfet. C'est-à-dire que certains de ces plans d'eau ne respectent pas du tout la réglementation. C'est-à-dire que, alors, certains, j'allais dire, sont corrects, et ils rendent l'eau qu'ils prélèvent sur la rivière. C'est quand même le moins qu'on puisse faire sur le ruisseau. Mais quand même, la plupart d'entre eux confisquent l'eau, ne rendent pas l'eau, c'est-à-dire ne sont pas réglementaires. Donc moi, je dis aujourd'hui, si on cherche des solutions, en voilà une. Il faudrait absolument qu'on fasse respecter cette réglementation. Alors, je sais que l'OFB n'a pas que ça à faire, mais voilà un exemple assez simple, assez concret pour trouver de la ressource. Je ne sais pas si l'OFB veut s'exprimer. Là, du coup, la situation de ces plans d'eau est relativement ancienne. Il y a énormément de plans d'eau qui ont été faits il y a plus de 50 ans. Donc, en fait, on hérite d'une situation sur les bassins versants qui est assez ancienne. Depuis 1992, il y a une réglementation sur la construction des plans d'eau donc, qui sont soumis à autorisation ou à déclaration. Donc là, pour le coup, l'action de l'État est toujours active hein, pour les plans d'eau les plus récents. En revanche, pour les plans d'eau existants, là, si vous voulez, ça peut se faire uniquement par un règlement administratif. Et donc, pour régulariser ces plans d'eau, il faudrait les régulariser avec une mise en dérivation, etc. Donc ça demande une démarche administrative qui n'est peut-être pas toujours faite, mais le nombre de plans d'eau à traiter dans le département est tellement énorme que ça se fait bien souvent au coup par coup. Et à l'occasion des ventes de plans d'eau, en fait, bien souvent, les notaires demandent à l'administration l'état de régularisation du plan d'eau, et ça peut se faire qu'à cette occasion-là. Ça ne peut pas se faire de manière généralisée sur tous les plans d'eau comme ça, brutalement. J'ai juste un petit commentaire. Donc on m'a dit que dans le Doubs, dans le bassin versant du Doubs, DOUX, c'est pas le même, il y a une volonté de réduire le nombre de plans d'eau, et je crois qu'ils visent plus d'un millier de plans d'eau à éliminer, parce qu'ils ont tellement de problèmes quantitatifs, effectivement, qu'il faut éliminer les plans d'eau qui ne sont pas utilisés, en fait. Et je pense qu'il y a des aides aussi pour réduire ces... Je profite de la main tendue. Oui, il y a des aides, hein, effectivement, pour un certain nombre d'actions de ce type-là qu'on englobe de manière plus générale. Maintenant, on en parle beaucoup des solutions fondées sur la nature, mais en fait, si vous reprenez la liste des 20 actions qui figuraient dans le PAOT 99, voilà, les agences de l'eau, effectivement, sont là pour accompagner les maîtres d'ouvrage, apporter ce type de projet
C'est d'autant plus facile maintenant qu'il y a quelques années encore, la compétence était dispersée dans la nature au niveau du grand cycle de l'eau. Maintenant, avec la GEMAPI, on a une compétence qui est bien ciblée. Il y a des capacités pour les structures à pouvoir se doter aussi de moyens financiers, et les agences de l'eau mettent des moyens considérables sur ces questions de restauration des milieux, de restauration du fonctionnement naturel de ces milieux pour ce que j'évoquais tout à l'heure, tous les services écosystémiques que cela peut rendre. Pardon, c'est bon ? Donc, Michael Nguyen, Agence régionale de santé. Donc, j'ai vu la question des plans d'eau et le fait que vous avez souligné qu'il y avait une question de maladaptation vis-à-vis de l'agriculture. Je me pose quand même fondamentalement aussi la question vis-à-vis du coup des humains, tout bêtement, c'est-à-dire que jusqu'où c'est une maladaptation de garder une population sur site. Nous, les plans d'eau aujourd'hui, si on prend le cas de la Saône-et-Loire, il y a quand même des grandes bassines qui ont été historiquement faits pour l'activité industrielle et qui sont utilisés aujourd'hui pour l'eau potable et qui sont aujourd'hui des grands réservoirs d'eau potable. Et on se dit, ces grandes bassines-là, je veux dire, qui sont artificielles, servent finalement à pouvoir maintenir et assurer la présence humaine et l'activité humaine, du coup. Donc, finalement, est-ce que ces grandes bassines en lien avec l'activité humaine est si défavorable que ça? Est-ce que, finalement, ces grands barrages d'eau qui servent aujourd'hui aussi à des usages d'eau potable ne permettent pas de pérenniser quand même un avenir sur ces territoires-là? Alors, moi, je ne dis pas que les plans d'eau sont une mauvaise adaptation uniquement pour l'agriculture. C'est en général, c'est-à-dire que quand on imagine qu'on va pouvoir s'adapter simplement en stockant de l'eau, ça c'est une erreur. Voilà. Globalement, ça c'est une erreur. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'aucun lac n'est intéressant, loin de là. Ce n'est pas du tout l'idée. Par contre, se dire que la solution unique passera par ça, ça c'est également très faux. Et malheureusement, ce que vous dites, oui, en fait, je pense que dans un avenir où on sait qu'on va subir des pressions très fortes quantitativement, quelque part, il faut avoir des ressources en eau stratégiques, c'est-à-dire des ressources en eau qu'on ne touche pas le plus longtemps possible pour arriver à ce qu'elles soient disponibles le plus longtemps possible. Il y a des chances que dans ces conditions, ce soit plutôt de l'eau souterraine, parce que l'eau en surface, elle va se dégrader, va s'évaporer, elle va se polluer, voilà. Donc, mais effectivement, tous les territoires n'ont pas de l'eau souterraine. Donc quelque part, il y a peut-être une préservation complète pour le dernier usage, et puis ensuite peut-être des usages qui peuvent... Mais encore une fois, le fait que la dépendance à des réservoirs, malheureusement, ne garantit pas la disponibilité de la ressource. C'est bien ce qu'on a vu sur des sécheresses quand même pas si longues et qui risquent d'augmenter. C'est vraiment la question qu'il faut se poser, en fait. On a un bon territoire expérimental pour ça, un peu plus au sud, qui s'appelle l'Espagne. Voilà. Donc, ils ont beaucoup plus d'antériorité sur nous, sur la question du stockage de l'eau. Donc, on peut voir, 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après, ce que ça donne. C'est très intéressant. On revient, parce que votre question, en fait, touche à ce que j'évoquais tout à l'heure, la notion d'approche besoin-ressource. C'est-à-dire que j'ai des besoins, où est-ce que je trouve la ressource? Donc, je la trouve dans les bassines, je la trouve en allant taper dans les ressources dites stratégiques. Et du coup, je continue à avoir les mêmes besoins. J'augmente même mes besoins, d'ailleurs, puisque j'ai de la disponibilité de la ressource. Et puis, je ne refais pas l'excellent schéma systémique là, qui était présenté, parce que c'est tout à fait ça. L'autre approche, le changement de regard que j'évoquais, c'est différent. C'est de dire, j'ai une ressource, qu'est-ce que je vais bien pouvoir y faire sur ce territoire? Et pas plus tard que la semaine dernière, dans une assemblée d'élus, il y a des élus qui ont fait le constat suivant en disant de toute manière, nous, où l'approvisionnement en eau n'est pas facile, c'est pas difficile, nous, il y a des villages
qui risquent de disparaître dans les 20 ans qui viennent parce qu'on ne sera plus en capacité de les alimenter en eau potable. Donc il y a une vraie inéquité en fait des territoires face à la ressource, mais c'est vrai pour l'eau, mais c'est vrai pour toutes les ressources naturelles de toute manière. On n'est pas tous égaux, territorialement parlant, vis-à-vis de la ressource. Donc c'est ça de changer son point de vue. Et est-ce que j'investis dans une cuve de récupération des eaux pluviales pour être le plus beau village fleuri de France, ou est-ce que j'investis non pas dans une cuve, mais sur une évolution de mes variétés végétales qui demandent beaucoup moins d'eau pour pouvoir continuer à être le plus beau village fleuri de France. Voilà, si je peux illustrer cet aspect besoin-ressources et ressources disponibles, usage possible. Justement, vous faites... pardon. La transition est faite. Moi, je voulais poser une question, une remarque surtout, en termes de solidarité du territoire, parce que on gère l'eau potable, notamment en Saône-et-Loire, certainement partout en France, pareil, avec beaucoup de syndicats. Il y a des syndicats très pauvres, avec des réseaux, on perd beaucoup d'eau en réseau. Donc ça, c'est de l'eau qui est déjà prélevée et bon, elle est rendue, bien entendu, à l'infiltration au sol, mais il y a quand même des coûts d'exploitation, elle est prélevée. Et moi, je pense, alors c'est mon avis personnel, bien sûr, que on n'est pas prêt à faire face. L'organisation, comme on est structuré actuellement dans les collectivités, à tous les étages, on n'est pas prêt à faire face à ce que Florence nous a expliqué. Il faudrait vraiment fondamentalement repenser l'organisation pour affronter ces défis. Parce que là, on travaille un peu chacun dans son coin. Je pense aux études pour les prélèvements des syndicats d'eau. Je sais qu'en Saône-et-Loire, tout le monde fait son étude. On est voisins, mais on fait la même étude à 10 km près. Bref, c'est de l'argent. On sait combien ça coûte. Je pense qu'on pourrait rendre plus efficaces nos efforts, que tout le monde a envie de faire, ça je comprends bien. Mais il y a pour moi, il y a une défiance, une déficité il y a un truc qui ne va pas, quoi. Si on reste comme on est, on ne va pas y arriver. Je ne veux pas être, comme à la fin, la conclusion, paniquer, mais il faut se poser les vraies questions. Et je pense que là, si on garde le modèle actuel, ça sera compliqué. Oui, en effet, la question de la gouvernance est vraiment cruciale. Il faut vraiment qu'on voit que tout le monde s'intéresse à cette question de l'eau, que c'est prégnant au quotidien, qu'on est, nous, vous, gestionnaires, nous, élus, c'est parfois les deux, sur le terrain, on est sollicité souvent par beaucoup de structures qui parlent d'eau. Donc voilà, et effectivement, il faut qu'on essaye de produire des travaux qui soient complémentaires pour que, in fine, ça puisse servir à l'échelle du territoire. Effectivement, s'il y a deux études différentes à 10 km d'intervalle, mais si c'est sur deux bassins différents, ça, c'est très pertinent. Si c'est sur le même bassin, la même entité hydrologique, c'est effectivement peut-être pas pertinent et on pourrait faire des économies d'échelle. Mais voilà, donc on est dans le début d'une structuration de la réflexion. Cette culture de la donnée, on commence à la faire émerger et ensuite ça pourra servir et les territoires pourront s'emparer du sujet. Et c'est pour ça que, un petit peu, c'est pas artificiel, c'est de la réalité de terrain. On a divisé un petit peu les territoires et c'est à ce niveau-là que tout va se jouer. Et on parlait il n'y aura pas de solution homogène pour tout le département. C'est vraiment après au territoire, en fonction du contexte et des usages qui sont présents. On parlait d'industrie, on parlait d'agriculture, on parlait de tourisme. Tous les territoires ne sont pas égaux et n'utilisent pas l'eau de la même façon et n'ont pas la ressource disponible
à égalité. Donc voilà, on est dans les prémices de tous ces travaux autour de l'eau et effectivement, on fait tous le vœu qu'on fasse pas un millefeuille et qu'on soit le plus efficace possible et puis qu'on maîtrise le denier public parce qu'il y en a vraiment beaucoup besoin, notamment pour l'efficacité des réseaux. Je veux bien intervenir, parce que sur ce sujet de la gouvernance. Juste un petit commentaire. Il y avait les prélèvements en Saône-et-Loire qui étaient mentionnés. Il faudrait peut-être faire la différence aussi entre prélèvement net et prélèvement brut, parce que vraiment, je défends un peu ma paroisse, mais au niveau des canaux, si vous voulez, il y a une bonne partie. Par exemple, le syndicat de la Bourbince le sait bien, de l'eau qu'on envoie dans nos canaux qui retourne au milieu naturel et aussi dans les rivières. L'hydrologie s'en trouve impactée des fois favorablement. Je défends pas, je dis pas qu'il n'y a pas des efforts à faire au niveau de l'utilisation de la ressource de notre côté, mais c'est juste un aspect qu'il ne faut pas oublier. Mais j'avais une question un peu plus technique, ça rejoint deux sujets, quantitatifs et qualitatifs, parce que quantitatif, on parle donc du coup, est-ce qu'il faut créer des plans d'eau, l'eau qui est dans les rivières, les nappes, et il y a une notion qu'aujourd'hui on entend de plus en plus, c'est cette notion d'eau verte, c'est-à-dire rendre la capacité à nos sols, ça a été mis, un des facteurs qu'on oublie souvent, c'est les sols, rendre la capacité à nos sols de cette capacité de rétention d'eau aujourd'hui. Et ça, aujourd'hui, je dirais, je suis désolé, alors le département de Saône-et-Loire est probablement pas celui qui est le plus impacté, mais il y a des pratiques agricoles qui sont contraires finalement à cette capacité de rétention. Et du coup, ça fait le lien aussi avec un autre problème qu'on connaît. Moi, ça fait 40 ans que je travaille dans la politique de l'eau, sur lequel, je suis désolé, j'ai vu aucune avancée significative, c'est celui de la pollution. On en est à je ne sais plus combien de programmes sur les nitrates, je ne parle pas du plan phyto et tout, et le constat, aujourd'hui, il serait presque même plus alarmant qu'à l'époque, Donc, il y a quand même aujourd'hui une inefficacité des politiques publiques qui sont mises en place sur le sujet. Je pense que le sol est devenu vraiment un objet prégnant, une conscience. Il y a une directive sur les sols européenne qui se met en place. Mais effectivement, je pense qu'en termes d'action, c'est peut-être pas encore assez. Après, peut-être qu'effectivement, le département n'est pas le plus impacté. Ouais. Impacté. Moi, je voulais intervenir par rapport à mon collègue du Clunisois, donc sur la gouvernance. Donc, je vais changer de casquette. Donc, Jean-Marc Frézeau, je suis vice-président de la communauté urbaine en charge du cycle de l'eau. Et c'est pas un hasard si je dis ça, c'est parce que la communauté urbaine est vraiment l'exemple contraire, puisqu'on a, alors j'y suis pour rien, mais on a historiquement toutes les compétences eau, l'ensemble des compétences, y compris l'eau industrielle, l'eau brute qu'on distribue aux entreprises de notre territoire. Ce que je voulais dire, c'est que je pense que là, c'est le point crucial, la gouvernance. Je pense qu'aujourd'hui, on pourra progresser sur l'eau si la gouvernance est organisée. Moi, je milite beaucoup et je le dis aux collègues, puisque théoriquement, en 2026, ça devrait changer, puisque la compétence GEMAPI, et j'espère quand même que cette fois, on y arrivera, parce qu'en 2020, ce n'était pas le cas. Enfin, moi, je ne suis pas concerné, puisque nous, on l'est depuis longtemps. Mais c'est un des axes sur lequel il faut vraiment bouger, parce que la gouvernance permet de piloter. Alors, je vais prendre juste un exemple, et je vais changer un petit peu de sujet, mais vous allez voir, c'est dans le thème. Je pense qu'inéluctablement, et je le sais sur la communauté urbaine, c'est le cas, le prix de l'eau augmentera. Alors, si ce n'est pas le prix de l'eau, c'est le prix de l'assainissement. En tout cas, la facture globale, partout en France, elle va être très forte, voire même elle va exploser, parce qu'on voit bien qu'avec tous les problèmes qu'on a, on ne pourra pas rester sur des prix. D'ailleurs, c'est un prix très faible, le prix de l'eau. Si je le rapporte à la téléphonie, à je ne sais quoi, à quels abonnements de télévision, c'est très peu cher. Ce que je voulais dire, c'est que nous, parce qu'on a cette gouvernance-là, puis parce qu'on a une volonté politique, on a mis en place, et ça vient d'être versé, c'est la 2e année, on a mis en place une allocation eau. Parce que forcément, à partir du moment où tout ça va augmenter, il va falloir un accompagnement social. C'est ce qu'on a fait pour vous donner une idée. On a 45 000 foyers de mémoire. On a aidé plus de 3 000 foyers sur des critères de revenus, en fait, et de consommation d'eau. Enfin, je ne rentre pas dans le détail. Mais je pense qu'inéluctablement, il faudra un accompagnement social. Et pour qu'il y ait un accompagnement social, il faut que la gouvernance soit une gouvernance à minima sur les intercommunalités. Pour aller dans le sens
des élus, j'ai été élu, j'ai été maire de ma commune, j'ai fermé ma salle des fêtes parce que c'était grosse consommatrice d'électricité, de gaz et d'eau. Elle n'était pas aux normes, et puis mes collègues d'à côté, de la Roche-Vineuse et puis ceux de Solonie, remettaient leur salle des fêtes aux normes. Donc on avait pris une décision difficile vis-à-vis de la population pour fermer une salle des fêtes qui avait été faite dans les années 90. Donc je ne suis plus maire de la commune, la seule idée du nouveau maire, c'est de réouvrir la salle des fêtes. Donc, et là, c'est le département qui va les financer, c'est la région qui va le financer, c'est l'État qui va financer. C'est là aujourd'hui le nerf de la guerre, c'est l'argent. Ça veut dire qu'à un moment, il faut que l'État régule et arrête de dépenser de l'argent inutilement dans des projets gros consommateurs d'eau, je vais parler d'eau, malgré certains élus qui ont pris des positions de stopper, d'arrêter, et aux élections suivantes, on va dans un autre sens et on le refait. C'est la même chose pour les industries, ça veut dire qu'à un moment, on va aider des industries financièrement, avec des aides de l'Europe, de l'État, et à un moment ou à un autre, on va se rendre compte qu'en fin de compte, c'est les gros consommateurs d'eau. Est-ce qu'on a eu raison à cette époque? Ça veut dire qu'on a pu ce temps de réflexion, de se poser en disant est-ce utile de financer ce projet ou pas? Il faut qu'on mette de côté la partie politique et qu'on soit sur des décisions logiques, que ce soit la région, l'État et éventuellement le département, parce que c'est vrai qu'on va dans le mur. Il y en a un qui fait une bonne action, il y a l'autre qui l'a défait. Et dans tous les domaines, on va le trouver dans l'agriculture, on va le trouver dans le tourisme. C'est quel est aujourd'hui le niveau où on peut dire stop. Mais ça ne peut pas être un moment, on donne à tout le monde, on essaie de satisfaire tout le monde, et puis après on verra. Madame Castin. Oui, bonjour, Catherine Castin, UFC Que Choisir. Moi, je voulais avoir votre avis sur le développement des PTGE sur les territoires. Et est-ce que c'est un bon outil, déjà, en ce qui concerne la gestion de l'eau? Et comment est-ce que l'on peut inciter, voire accompagner les territoires? Alors, bien évidemment, sur le plan financier, parce que c'est, comme vous le disiez, c'est vraiment le nerf de la guerre, mais éventuellement aussi sur le plan technique. Alors, les PTGE, donc les projets de territoire et de gestion des eaux, ils ont un avantage important, c'est qu'on met tout le monde autour d'une table et on peut dialoguer. Donc, je pense que, effectivement, il faut de la solidarité, il faut des collectifs. Je pense qu'on n'y arrivera pas sans entente. Donc, je pense que c'est important d'avoir des lieux pour ça, sur l'eau. Voilà, donc... Sur le principe, je pense que c'est super. Après, je pense que dans la réalisation, je pense qu'il y en a qui se déroulent très bien, et puis peut-être pour d'autres, c'est plus compliqué. Je sais pas. Et puis, après, pour le financement, je vais laisser la parole. Oui, alors les PTGE, effectivement, sont l'outil de choix pour, je le disais en préambule, pour se mettre tous autour de la table et puis organiser la sobriété et le partage de l'eau. Évidemment, tous les territoires ne sont pas au même niveau de réflexion, et finalement, l'étude que nous sommes en train de mener va permettre de donner les mêmes bases à tout le monde, de apporter des données chiffrées, de mettre en lumière les territoires qui seront les plus sensibles, et ce seront certainement ceux-là qui, en premier, seront contraints, on va dire, par les perspectives un peu sombres de s'atteler au travail. On aura aussi des collectivités qui seront peut-être un petit peu plus pécuniairement à l'aise et qui vont, de leur propre chef, anticiper beaucoup plus les choses et les mettre en place. Et puis, on aura toujours des territoires qui auront d'autres priorités et qui attendront un petit peu avant de le mettre en place, à moins que la réglementation ne les y oblige avec une date coup près. Mais c'est peut-être là justement le rôle du département d'accompagner financièrement et techniquement les territoires pour que tout le monde soit au même niveau. On le fait dans plein d'autres politiques, les plans alimentaires de territoire, la politique vélo, et donc la politique de l'eau, de façon assez naturelle, sera aussi l'objet des attentions du département pour que tous les territoires, toutes ces entités qu'on aura définies,
puissent avancer à la même vitesse et qu'il n'y ait pas d'inégalité territoriale par rapport à la question de l'eau. Donc non, ça fera certainement partie de notre futur plan eau, puisqu'on voulait accentuer notre politique départementale dans cette thématique. Donc voilà, ça va faire partie des réflexions de notre groupe de travail, comment on va pouvoir accompagner les territoires pour qu'ils mettent en place leur stratégie. Alors, côté versant méditerranéen de la Saône-et-Loire, parce que j'avoue que là, je ne sais pas comment pratique Loire-Bretagne, pour le coup. On commence à avoir une expérience. Alors, on n'appelait pas ça à l'époque les PTGE, on appelait ça les PGRE, les plans de gestion de la ressource en eau. Et dans certains territoires, on a la chance d'arriver à la révision de ces plans de gestion de la ressource en eau, et du coup, on les appelle les PTGE. Alors oui, ça a été dit, et on ne mesure pas, mais c'est énorme. C'est-à-dire que dans le cadre de ces discussions, et ça rejoint ce que disait monsieur, il y a une gouvernance dédiée, mise en place pour discuter de ces questions de partage de la ressource en eau. On pose le sujet réellement sur la table. Donc je peux vous garantir que les discussions dans les PTGE, c'est un peu chaud, hein. Des fois, il vaut mieux y aller avec le casque et puis l'armure, parce que ça peut exacerber aussi des positionnements. Ça peut aussi être très intéressant pour sortir justement des positionnements systématiques, dogmatiques, institutionnels, parce que les PTGE sont des réflexions un petit peu cousu main, hein. On fait vraiment dans la dentelle, c'est-à-dire qu'on est sur tel territoire, avec tel acteur, avec tel besoin, voilà, donc on n'est plus dans les généralités. Et puis l'immense avantage des PTGE comparativement au plan de gestion de la ressource en eau qu'on connaissait, c'est que le partage de la ressource, on le faisait en regardant dans le rétroviseur. C'est-à-dire on regarde les chroniques d'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Bon. Et maintenant, comment on fait avec ces chroniques-là pour partager la ressource ? Maintenant, dans les PTGE, on a aussi le regard tourné vers l'avenir. C'est-à-dire qu'on fait des études prospectives. Et du coup, là, ça amène un autre type d'échange qui est un échange autour de... Mais nous, acteurs du territoire, finalement, on peut avoir la main sur certaines choses, pas sur tout. Là où on a la main, qu'est-ce qu'on décide d'en faire ? Et ça, c'est quand même assez novateur par rapport au PGRE. Donc oui, c'est très, très intéressant. Et l'avantage des PTGE considère, et ça, c'est loin d'être acquis encore, que dans les usagers de l'eau, on retrouve évidemment les collectivités, on retrouve les industriels, on retrouve les agriculteurs, on retrouve l'énergie, et on retrouve le milieu naturel, qui est un usager de l'eau à part entière, sur lequel il faut compter. Voilà. Donc oui, les PTGE sont vraiment quelque chose de très intéressant. On les finance, ils sont largement financés. Les agences de l'eau mettent des moyens considérables dans ces PTGE. Donc aujourd'hui, je pense que c'est... Excusez-moi, mais ce n'est pas une question de financement. C'est une question de volonté des territoires à vouloir discuter de choses qui ne sont pas faciles et d'arriver à trouver des consensus. Voilà. Donc ça, c'est de mon point de vue le frein le plus important aujourd'hui qu'on a autour des PTGE. Les financements sont là. Oui, j'entends. Bonjour, Jean Simonin. J'entendais parler de gouvernance. Alors, il y a deux gouvernances différentes. On a d'un côté GEMAPI, qui s'organise sur les bassins versants, au superficiel, et puis on a une gouvernance qui va changer en 2026 sur la distribution de l'eau potable. À aucun moment, le législateur n'a pensé à organiser l'eau potable autour des masses d'eau, ce qui aurait été, à mon avis, une idée intéressante, puisque on est souvent plusieurs syndicats, quand on est dans l'eau souterraine, à puiser dans la même ressource. Et à ce moment-là, on s'unirait pour protéger cette ressource. Ce n'est pas un EPCI qui souvent est sur plusieurs syndicats
qui va s'occuper de la protection de la ressource à un endroit. Donc je me dis, tiens, est-ce qu'on ne s'est pas trompé un petit peu d'organisation derrière ? Oui, Dominique Vézan, moi je suis président du syndicat du Charolais. Je voulais revenir un peu sur la question de l'organisation et de la gouvernance. Ceux qui sont ici actuellement, on a vraiment le souci de l'eau. Mais je pense que globalement, tout le monde n'en est pas à ce niveau-là, quoi. Et le rôle qu'on a les élus, justement, de voir comment on va améliorer la gouvernance et puis le territoire, c'est vraiment à nous d'être un peu moteur. Sur le Charolais, on a initié une expérience, on met en place une étude sur les ressources pour que justement tous les intervenants sur ce secteur-là se posent la question d'où vient la ressource et comment on la préserve et comment demain on l'organise. Alors on n'a pas la chance d'avoir la structuration de la CEUCM, hein, parce qu'on a un certain nombre de gens qui sont indépendants, et bon, après il y a des gros syndicats, mais je veux dire, ça arrivera au bout et ça prendra corps si vraiment les élus ont envie de le faire, quoi. Alors après, il y a les obligations qui vont arriver avec la prise de compétence des intercommunalités, mais chez nous, le secteur, il n'y a aucune intercommunalité qui a l'importance de la CEUCM pour avoir la gouvernance, quoi. Oui, mais même le Grand Charolais, ça suffit pas, quoi. Alors, c'est pour dire, comme après, c'est vrai qu'il y a une vraie réflexion des élus, hein, pour savoir, et à certains endroits, c'est pas évident que ce soit vraiment l'intercommunalité qui soit le bon niveau, hein. Est-ce que c'est... Et après, c'est évident que tout le monde doit avoir cette réflexion, une réflexion plus globale. Mais ça, c'est une réflexion d'élu à avoir, hein, parce que souvent, alors je m'excuse, hein, mais il y a des services des eaux qui marchent bien dans les endroits, les élus ils s'en soucient pas tellement, un service marche, c'est technique, hein, après comment s'alimenter, les élus ils sont pas vraiment sensibles, enfin je m'excuse, hein, mais ça arrive, mais tout le monde n'est pas vraiment sensible à cette question-là, quoi. Et après c'est quand même les élus qui décident, quoi. Alors voilà, je voulais rappeler ça, et que c'est quand même c'est compliqué quand même, ça semble évident de loin que tout le monde va y réfléchir et qu'on va mettre les moyens, mais c'est un peu compliqué. Enfin, je m'en aperçois au niveau où j'essayais de faire quelque chose, ça va pas rouler comme ça tout de suite, hein. Merci beaucoup. On ne va pas tarder à conclure parce que nous allons pouvoir poursuivre les échanges autour du buffet. Donc, une dernière petite prise de parole pour M. Friso, puis après... C'est tout petit, je veux dire, les intercommunalités ne sont jamais sur un bassin, il faudrait que ce soit un miracle, sur un bassin hydrographique, je ne sais pas comment le dire. Donc, en fait, si je reprends l'exemple de la communauté urbaine, nous achetons de l'eau à des syndicats, nous sommes dans la gouvernance des syndicats, enfin, voilà, ça ne fait pas disparaître les syndicats, mais ça apporte une cohérence, et j'en prends rien qu'une cohérence, c'est quel que soit l'endroit où on va produire l'eau nous-mêmes. Non, il y a deux cohérences. C'est-à-dire qu'on peut s'entourer, une fois qu'on est bien structuré, on peut s'entourer de techniciens de valeur. Je dis ça parce qu'ils sont à mes côtés, là. Et puis il y en a même derrière. Si vous avez une structuration correcte, vous pouvez avoir des experts. Premier point. Et deuxième point, mais ce n'est pas neutre. On achète de l'eau à plusieurs syndicats, il y en a qui sont là. Mais le citoyen, sur toute l'intercommunalité, il paiera le même prix. Ce n'est pas tout à fait neutre. Merci beaucoup. Bon, écoutez, je crois que les informations de ce matin ont été précieuses, vos échanges aussi. Je remercie Florence Abetz pour sa conférence, Monsieur Sylvestre pour sa présence. Vous voulez peut-être redire un mot de conclusion ? Non, je ne veux surtout pas dire un mot de conclusion. Déjà, vous remercier et simplement pour vous signaler que ne rien faire, ce serait la pire des choses. Donc, vous pouvez aller sur le site de l'agence RMC. On vient de réactualiser notre plan de bassin d'adaptation au changement climatique. Donc, allez-y faire un petit tour.
Vous avez raison, la main, elle est aussi sur les territoires. Hein, donc, vous avez possibilité de faire des choses. Le petit poisson et la petite image de la dernière diapositive m'a juste remis en tête, alors malheureusement, je ne sais plus qui l'a dit, mais qui disait que l'optimisme et le pessimisme disparaissent de la même manière. Par contre, ils vivent de manière fondamentalement différente. Voilà. Et je pense que ça, il faut regarder foi en l'avenir, et on a encore possibilité et il y a des outils pour faire des choses, donc profitez-en. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous déjà pour le temps méridien autour d'un buffet, et puis on se donne rendez-vous à 14h pour la restitution de notre phase 1 de cette